On va continuer cette aventure. On va parler de toi, de ton ultra-sensibilité, de ton talent. À nous de t'imiter maintenant. Aux obsèques de Bruno Salomon, tout le monde attendait une chose précise, la prise de parole de Jean Dujardin. Il n'y avait pas de suspense sur sa présence. Il était là, et sa simple silhouette suffisait à créer une tension. Dans l'esprit de beaucoup, il devait être celui qui dirait l'essentiel. Celui qui mettrait des mots forts sur la disparition d'un homme que le public pensait connaître. Mais cela n'est pas arrivé. Jean Dujardin s'est levé à prononcer quelques phrases sobres presque techniques puis s'est rassis. Pas de confession, pas de souvenirs personnels détaillés, pas de déclaration bouleversante. Ce fut bref, trop bref pour un moment d'une telle portée. Ceux qui l'observaient ont immédiatement senti qu'il retenait quelque chose. Ce n'était pas un manque d'émotion. Au contraire, c'était une émotion contenue. Dans les heures qui ont suivi la cérémonie, une révélation a commencé à circuler discrètement. Jean avait préparé un texte, un hommage écrit structuré personnel, un texte plus long que ce qu'il a finalement prononcé. Il l'avait sur lui, et il a choisi de ne pas le lire. Pourquoi? Pourquoi garder ces mots dans l'ombre, au moment même où ils auraient pu tout changer? Derrière cette décision, il n'y a pas seulement de la pudeur. Il y a une histoire plus ancienne, plus complexe entre deux hommes que le public n'a peut être jamais vraiment compris. Pour comprendre ce silence, il faut revenir en arrière. Pas vers une amitié affichée, ni vers des confidences publiques. La relation entre Bruno Salomon et Jean Dujardin n'a jamais été spectaculaire. Elle était plus subtile, plus discrète, mais réelle. Ils appartenaient à la même génération d'artistes qui ont émergé à la télévision française dans les années où l'humour changeait de visage. Les plateaux étaient les mêmes, les producteurs souvent identiques, les discussions en coulisses tournaient autour des mêmes projets, des mêmes ambitions. Pourtant, leurs trajectoires ont rapidement divergé. Bruno Salomon a construit une carrière solide populaire profondément ancrée dans la comédie française. Il était reconnu, apprécié, respecté, mais il est resté dans un registre que certains considéraient à tort comme moins prestigieux. Jean Dujardin lui a franchi une autre frontière, le cinéma, les grandes productions, puis l'international. Ce contraste n'a jamais été ouvertement conflictuel. Il n'y a pas eu de rivalité déclarée, pas d'attaque publique. Mais dans un milieu où chaque trajectoire est scrutée, la comparaison était inévitable. Un proche raconte qu'un soir après un événement professionnel, Jean aurait confié que Bruno possédait une intelligence comique que peu de gens mesuraient vraiment. Il aurait même admis que certaines performances de Bruno étaient plus fines que ce que le grand public percevait. Pourtant, il ne l'a jamais dit publiquement. Et c'est peu être là que réside le nœud de cette histoire. Au fil des années, leurs chemins se sont croisés sans réellement se rejoindre. Des invitations manquées, des projets évoqués puis abandonnés, des silences prolongés. Rien de dramatique en apparence, mais suffisamment pour installer une distance. Le jour des obsèques Jean Dujardin ne rendait pas hommage uniquement à un collègue disparu. Il faisait face à quelque chose de plus intime, à des mots qu'il n'avait jamais prononcés quand il en était encore temps. Avec le temps, la différence entre leurs trajectoires n'était plus seulement visible. Elle était structurelle. Jean Dujardin était devenu une figure internationale. Son nom circulait dans des festivals étrangers, ses interviews se faisaient en anglais, son image dépassait largement le cadre de la comédie française. Pendant ce temps, Bruno Salomon continuait à évoluer dans un espace plus intime, plus national, plus proche du public quotidien. Il n'avait pas changé de registre. Il avait approfondi le sien. Cette divergence n'a jamais été un conflit ouvert. Aucun affrontement public. Aucune phrase assassine. Mais dans le monde du spectacle, le silence peut être plus révélateur qu'un scandale. À mesure que Jean montait, les comparaisons devenaient inévitables.
Les médias parlaient de génération de renouveau de trajectoires exemplaires. Le nom de Bruno apparaissait parfois dans l'ombre de cette narration collective. Pas par injustice flagrante, mais par omission progressive. Selon plusieurs collaborateurs, un projet aurait pu les réunir à nouveau au début des années où Jean consolidait son statut au cinéma. Les discussions étaient avancées. L'idée était ambitieuse. Pourtant, le projet s'est arrêté sans explication claire. Officiellement, des contraintes de calendrier. Officieusement, une hésitation. Certains évoquent un malaise subtil, comme si chacun craignait d'être comparé à l'autre dans un registre devenu trop différent. Rien de dramatique, mais assez pour créer une distance durable. À partir de là, leurs apparitions communes se sont raréfiées. Ils se croisaient lors d'événements, échangeaient quelques mots cordiaux, posés pour une photographie. Le respect était visible, mais il manquait quelque chose. Une chaleur ancienne, une complicité qui n'avait jamais vraiment eu le temps de s'installer. Un proche de Jean Dujardin a confié qu'il évoquait parfois Bruno en privé avec une forme d'admiration inattendue. Il parlait de son sens, du rythme de sa précision comique, de son intelligence dans la construction des personnages. Il reconnaissait que certaines performances de Bruno étaient sous-estimées. Pourtant, ces mots ne franchissaient jamais la barrière du public. Ils restaient dans des conversations privées, protégées par une pudeur presque excessive. Ce silence répété a fini par créer un vide. Non pas une rivalité, mais un espace inoccupé entre deux hommes qui auraient pu se dire davantage. Jean n'a jamais attaqué Bruno. Bruno n'a jamais critiqué Jean, mais ils n'ont pas non plus clarifié ce qui les liait réellement. Et dans un milieu où tout est exposé, ce qui n'est pas dit finit par peser. Lorsque la nouvelle du décès de Bruno est tombée, ce poids est revenu d'un seul coup. Ceux qui étaient proches de Jean affirment qu'il a été profondément affecté. Pas seulement par la perte d'un collègue, par la conscience brutale que certaines choses resteraient inachevées, que certaines reconnaissances n'auraient plus de destinataire direct. C'est dans ce contexte qu'il aurait commencé à écrire. Non pas un discours officiel, mais un texte personnel. Un texte qui ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à réparer, à formuler ce qui n'avait jamais été formulé à temps. Il y évoquait, selon des témoignages, la loyauté de Bruno envers son art. Sa constance. Son absence de calcul. Il y reconnaissait également qu'il aurait dû le dire plus tôt, qu'il aurait dû défendre publiquement ce talent qu'il admirait en privé. Arrivé aux obsèques, le texte était prêt. Les mots étaient posés. La vérité était écrite. Mais au moment de se lever, Jean Dujardin s'est retrouvé face à une autre réalité, celle d'un adieu définitif. Lire ces lignes aurait été une confession, peut être trop personnelle, peut être trop tardive. Il a alors choisi de raccourcir, de condenser, de protéger. Et c'est précisément cette décision qui transforme aujourd'hui son silence en énigme. Parce que derrière quelques phrases sobres prononcées devant l'Assemblée, il existait un autre discours, plus profond, plus vulnérable. Un discours que Bruno n'entendra jamais. Le document existait. Ce n'était ni une rumeur inventée par la presse, ni une reconstruction romantique après coup. Jean Dujardin avait réellement écrit un hommage plus long que celui prononcé le jour des obsèques de Bruno Salomon. Plusieurs proches l'ont confirmé plus tard. Ce texte ne devait pas être public à l'origine. Il avait été rédigé dans l'urgence des jours qui ont suivi l'annonce du décès dans un mélange de stupeur et de lucidité tardive. Ce qui frappe dans les éléments rapportés, c'est le ton. Il ne s'agissait pas d'un éloge classique ni d'un catalogue de souvenirs professionnels. Jean n'y parlait pas de succès commun, ni de chiffres d'audience, ni de reconnaissance. Il parlait d'estime. D'une estime qu'il reconnaissait ne pas avoir exprimée assez clairement quand Bruno était encore là pour l'entendre. Il aurait écrit que Bruno possédait une rigueur rare dans le travail comique, qu'il ne cherchait pas à séduire le système, mais à servir ses personnages. Il aurait admis qu'à une période où les projecteurs étaient braqués ailleurs, Bruno Kelly continuait avec constance à affiner son art sans jamais se plaindre du manque de reconnaissance médiatique.
Et surtout, il aurait reconnu qu'il admirait cette fidélité silencieuse. Le passage le plus personnel évoquait, selon ceux qui l'ont lu, une discussion tardive entre les deux hommes après un tournage. Rien de spectaculaire. Pas de révélation dramatique. Juste un échange simple, presque banal, au cours duquel Bruno aurait parlé de son rapport au public, de son besoin de rester accessible, sincère, sans se transformer en personnage médiatique. Jean aurait compris ce soir-là quelque chose qu'il n'avait jamais formulé publiquement, que la grandeur artistique ne se mesure pas uniquement à la visibilité. Dans le texte, il y aurait également une phrase qui ressemblait à un aveu. Pas une excuse frontale, mais une reconnaissance d'un retard. Jean aurait écrit qu'il aurait dû le dire plus tôt, qu'il aurait dû défendre cette singularité lorsque certaines critiques tentaient de réduire Bruno à un registre limité. Qu'il aurait pu, par une simple déclaration, changer le regard porté sur lui. Alors, pourquoi ne pas avoir lu ces lignes? La réponse n'est pas simple. Certains parlent de pudeur. D'autres évoquent la crainte de transformer un adieu collectif en confession personnelle. Il y a aussi l'hypothèse d'un choc émotionnel plus fort que prévu. Lire ces mots aurait signifié accepter publiquement un regret. Et le regret, exposé devant une salle pleine, devient irréversible. Le moment venu, Jean Dujardin a choisi la retenue. Il a préféré quelques phrases maîtrisées à une vérité nue. Peu être pour protéger la famille. Peu être pour se protéger lui-même, mais ce choix a déplacé le centre de gravité de la cérémonie, car ce qui n'a pas été dit a pris plus de place que ce qui a été prononcé. Aujourd'hui, ce texte non lu reste comme une trace invisible. Il ne sera probablement jamais publié intégralement. Il appartient à une zone intime que Jean Dujardin semble vouloir préserver. Pourtant, son existence suffit à modifier la perception de ce silence. Ce jour-là, aux obsèques de Bruno Salomon, il n'y a pas seulement eu un hommage écourté. Il y a eu une vérité retenue. Une reconnaissance arrivée trop tard pour être entendue par celui à qui elle était destinée. Les jours qui ont suivi les obsèques de Bruno Salomon, rien n'a explosé dans la presse. Aucun scandale. Aucun affrontement médiatique. Pourtant, quelque chose circulait. Pas officiellement, pas bruyamment, mais suffisamment pour éveiller les interrogations. Plusieurs proches ont laissé entendre qu'un hommage plus profond avait été préparé par Jean Dujardin. L'information n'a pas fait la une des journaux. Elle a glissé entre les conversations comme une confidence que l'on partage à voix basse. Ce détail a changé la lecture du silence. Jusqu'alors, la brièveté de son intervention pouvait passer pour de la sobriété. Après ces révélations, elle a pris une autre dimension. Elle est devenue le signe d'un conflit intérieur. Car si un texte existait, s'il contenait des aveux, une admiration assumée peu, être même un regret, alors le silence n'était plus neutre. Il devenait un choix. Dans le milieu artistique, les trajectoires sont publiques, mais les relations ne le sont pas toujours. On voit les succès, les récompenses, les collaborations officielles. On ignore les paroles non dites, les hésitations, les gestes retenus. La disparition de Bruno Salomon a mis en lumière cette zone grise. Elle a rappelé que derrière les carrières visibles, il existe des relations complexes, faites de respect, de distance et parfois d'occasions manquées. Certains observateurs ont interprété cette retenue comme une marque d'élégance. Ne pas détourner l'attention. Ne pas transformer un adieu collectif en règlement intime. D'autres y ont vu une occasion perdue. Une dernière chance de réparer un silence ancien. Mais au fond, la question dépasse les deux hommes. Elle touche à quelque chose d'universel. Combien de fois admirons-nous quelqu'un sans le lui dire clairement? Combien de fois pensons-nous avoir le temps de formuler ce respect plus tard? Le texte non lu de Jean Dujardin est devenu le symbole de cette temporalité fragile. Il représente ces mots que l'on garde pour soi en pensant qu'ils pourront être prononcés un jour. Puis, un jour, il est trop tard. Bruno Salomon laisse derrière lui une œuvre des personnages, des souvenirs. Jean Dujardin lui laisse derrière cette cérémonie une trace différente, celle d'un hommage retenu, non pas par indifférence, mais par pudeur, et peut être par regret. Ce silence n'efface rien.
Il ajoute une couche humaine à l'histoire. Il rappelle que même les figures publiques restent des hommes face à leurs propres hésitations, et que parfois le plus grand drame n'est pas ce qui est dit devant les caméras, mais ce qui reste plié dans la poche d'une veste à jamais. Avec le recul, cette histoire ne parle pas uniquement d'un discours écourté. Elle parle du temps, du décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on ose exprimer. La disparition de Bruno Salomon a figé les choses. Elle a transformé des intentions en regrets possibles et des mots écrits en mots impossibles à entendre. Jean Dujardin n'a jamais confirmé publiquement le contenu exact du texte qu'il avait préparé. Il n'a pas cherché à corriger les interprétations ni à alimenter les spéculations. Ce choix prolonge le silence initial. Il protège sans doute quelque chose d'intime, mais il laisse aussi une question suspendue. Dans le monde du spectacle, tout semble exposé. Les succès sont célébrés, les échecs commentés, les rivalités amplifiées. Pourtant, les sentiments les plus sincères restent souvent en retrait. L'admiration discrète, le respect tardif, le regret de ne pas avoir parlé au bon moment. Ces émotions-là ne font pas toujours la une. La cérémonie d'adieu à Bruno Salomon aurait pu être marquée par un grand discours mémorable. Elle restera finalement associée à une retenue, à une vérité gardée. Et c'est peut-être ce qui la rend plus humaine que spectaculaire. Parce qu'au-delà des carrières et des statuts, il reste deux hommes qui ont partagé une époque, un métier, un espace commun. L'un est parti, l'autre continue. Mais entre eux demeure désormais un texte non prononcé. Et parfois, ce sont précisément les mots que l'on ne dit pas qui résonnent le plus longtemps.